Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, c'est habituel, mon complice pour nous accompagner, François Codet, bonjour. Bonjour Christophe. Président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble on parle. Alors on va parler d'abord des familles et de l'argent. Tiens. Et puis ensuite on répondra à une question de l'internaute sur le PEAC, et j'en dis pas plus pour que vous restiez jusqu'à la fin. C'est une nouveauté, alors on va être attentif. Dans un instant, nous découvrirons deux aventures d'entrepreneurs. Une start-up grenobloise, By Commute, qui conçoit et fabrique des garages à vélo en recyclant des containers réformés. Et une récente reprise, ERCT, à Clé, qui réinvente le métier traditionnel de la chaudronnerie. À la rubrique innovation, les Olympiades des sciences de l'ingénieur pour inciter les jeunes, et en particulier les filles, à s'orienter vers les filières scientifiques. 200 élèves de l'Académie de Grenoble y ont participé cette année en planchant sur des projets parfois étonnants. Enfin, focus sur Riondé Série Pub à Hébin. De ces ateliers de sérigraphie sortent tout type d'objets publicitaires, promotionnels, industriels, sur des supports classiques ou sur du textile. Des machines étonnantes, un savoir-faire qui se réinvente à chaque mode et plus de 8000 commandes traitées chaque année. Alors, quelles sont les priorités budgétaires des familles? Dépenses courantes ou petits plaisirs, épargne? Comment organisons-nous notre rapport à l'argent? Comment arbitrons-nous nos choix? Évidemment, ça dépend beaucoup de la structure familiale. Pour en savoir plus, la Caisse d'épargne a lancé une grande étude sur le sujet, François. Oui, effectivement, on avait envie de savoir un peu ce qu'étaient ces familles dont on parle forcément tout le temps. Et donc, il y a quelques chiffres, mais en étant un peu dans les grandes lignes, on a 78%, donc 4 Français sur 5 pratiquement, qui vivent en famille. Alors, quand on dit vivent en famille, ça veut dire qu'ils ne vivent pas seuls. Dans ces familles, dans ces 78%, il y a 23% de la population qui vit dans une famille sans enfants. Ça veut dire que les enfants ont grandi, sont partis, ou qu'il n'y en a pas encore d'ailleurs, quelquefois. Donc c'est souvent les plus jeunes et puis les plus âgés des familles. Et puis les 55% autres vivent dans des familles plus classiques avec enfants. Mais en fait, est-ce qu'on peut parler de famille classique? C'est notre sujet. Et là, quand on regarde les chiffres, les 2 tiers des familles sont des familles dites traditionnelles, c'est-à-dire que les enfants vivent avec leurs 2 parents. Il n'y a pas de notion de marié, pas marié. C'est vraiment, est-ce que les enfants vivent avec leurs 2 parents? Donc c'est à peu près 2 tiers des familles. Il y en a un gros quart, c'est les familles monoparentales. Et puis les 10% qui restent à peu près sont des familles recomposées. Si on regarde côté des enfants maintenant, on a 3 enfants sur 10 aujourd'hui en France qui vivent avec un seul de leurs parents. 3 sur 10. Ça, c'est l'ensemble des enfants, c'est-à-dire des mineurs. Et quand on est dans les plus âgés des mineurs, c'est-à-dire les 17 ans, on a 41%, donc pas encore tout à fait la moitié, mais pas loin, qui vivent avec un seul de leurs parents. Donc c'est quand même une modification assez lourde du modèle de la famille traditionnelle, j'allais dire de ma génération quand j'étais enfant. Donc voilà. Après, il y a des priorités qui restent quand même un peu les mêmes, et c'est assez intéressant. Quand on demande aux familles, c'est quoi votre priorité? Leur priorité numéro 1, c'est tout simplement d'avoir une équipe familiale, d'être heureux en famille. Tout simplement. Bon objectif. Voilà. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui dure, et tant mieux. La deuxième priorité pour 50%, c'est d'avoir des enfants. Et puis après, c'est des sujets d'autonomie. Et ça renvoie à la fois à des sujets financiers, mais de vieillissement, d'autonomie au sens large. Et avoir de l'argent en tant que tel est un objectif pour 23%. Alors, il se décline forcément dans l'autonomie à avoir de l'argent, mais avoir de l'argent en tant que finalité d'un couple, finalement, ou d'une famille, c'est pas l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est être heureux, avoir des enfants et être autonome. Il y a un petit paradoxe là-dedans. 50% des familles nous disent une priorité, c'est avoir des enfants.
Et le taux de natalité, par contre, n'a jamais été aussi faible, puisque aujourd'hui on est à 1,68 enfants par femme. On sait que pour rééquilibrer une population, il faut un peu plus de 2, il faut 2,1, 2,2. Donc à 1,68, ça veut dire que la population diminue. Et alors en fait, si elle diminue pas tant que ça, c'est parce qu'elle vieillit. Les moindres naissances sont compensées numériquement par le vieillissement, ce qui, je ne reviens pas sur les retraites et les choses que ça pose derrière. Ouvre d'autres questions, effectivement. Bon, côté budget, si on va voir un petit peu dans les portefeuilles, quelles sont les priorités? Alors, pratiquement toutes les familles, 95% disent qu'elles sont vraiment impliquées dans la gestion du budget, qu'elles y font attention, et 51% très impliquées. Je vais même dire paradoxalement, est-ce que le vrai luxe, c'est les quelques familles qui peuvent se permettre de ne pas gérer leur budget? Oui. Voilà. Donc après, il y a des hiérarchies. Dans les choix, les préoccupations, les inquiétudes des familles, l'inquiétude numéro 1, c'est de ne pas pouvoir assurer à leurs enfants ce qu'ils aimeraient pouvoir leur assurer, donc des activités, un niveau de vie normal. Ça, c'est le premier sujet d'inquiétude des parents, de pouvoir l'assurer ou à court terme ou dans la durée. Le deuxième, qui est assez lié finalement, qui renvoie aux enfants, c'est de ne pas pouvoir financer les études de leurs enfants. C'est un sujet qu'on connaît, il y a des discriminations sociales encore, malgré toutes les aides. Et puis, 70 autres pourcents, donc on est toujours dans cette même mouvance, c'est de ne pas pouvoir aider un enfant ou un parent qui aurait des difficultés financières. Ça peut renvoyer des sujets de retraite ou de handicap. Et tout ça arrive loin devant l'inquiétude qui était majeure il y a encore une dizaine d'années, qui était de perdre son emploi. Perdre son emploi, c'est une inquiétude pour maximum 50% des familles. Alors ça reste quand même, mais on se rappelle tous des années 2000, même plus récemment, la peur numéro 1, c'était la peur du chômage. Alors ça, c'est les peurs, mais heureusement, il y a des envies aussi et des souhaits plus positifs. Et alors là, c'est assez peut-être surprenant. Pour 86% des familles, un des souhaits, c'est de devenir propriétaire. Ah oui. Donc on peut penser qu'il y a des modèles qui changent beaucoup, mais il y a des invariants qui restent. Voilà. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et puis après, il y a d'autres souhaits qui sont des souhaits de pouvoir épargner. Malgré les difficultés, alors chacun avec ses moyens. Les familles monoparentales qui en moyenne sont un peu plus en difficulté financière, en moyenne, la moitié épargne moins de 100 € par mois mais essaye de le faire. Chez les couples, c'est plutôt, on a les 2/3 qui arrivent à épargner plus de 100 €. Par contre, il y a vraiment une conscience collective des familles que c'est important d'épargner régulièrement, et la motivation numéro 1, on l'a dit tout à l'heure, l'argent, c'est que 23%, donc ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de l'épargne de précaution. C'est de pouvoir justement financer les études, gérer un coup dur ou offrir des plaisirs à ses enfants. Bon, on sait que maîtriser un budget, ce n'est pas forcément évident. Est-ce que toutes les familles déploient des stratégies d'adaptation? Alors, il y a des stratégies d'adaptation dont on peut se demander si elles sont économiques, écologiques, ou quels sont les moteurs réels. Et quelquefois, c'est un mix des deux. 2/3 des familles, aujourd'hui, achètent ou vendent des objets ou vêtements d'occasion. Donc, on ne va pas citer de plateforme ici, parce que sinon, on serait obligé de ne pas en oublier. Mais enfin, il y en a. Je pense qu'on a tous des noms immédiatement en tête. Voilà. Et donc, ils achètent ou ils vendent des objets et vêtements de seconde main. Et puis, c'est intéressant. Globalement, toutes les transactions sur les plateformes de B2B qui permettent à des particuliers de vendre ou d'échanger des biens ou des services, en rendant la technologie, en rendant ça facile et très, très facile d'accès, énormément poussé cette stratégie. Alors, il y a un côté écologique, si on prend les vêtements. Il y a évidemment un côté très, très économique. Et puis après, comme toutes les familles, quand il y a des coups durs, les gens puisent un petit peu dans leur épargne. Et il y a une petite spécificité sur la région Rhône-Alpes. On est une des régions qui a le plus recours au paiement fractionné. Vous savez, c'est quand vous achetez quelque chose que vous payez en 3 fois sans frais. Soit 56% des familles le font de temps en temps, contre 50% au niveau national. Ce qui est un petit peu surprenant, parce qu'on est dans une région en moyenne un peu plus riche que la moyenne nationale. Et malgré ça, on a un petit peu plus recours au paiement fractionné. Donc là, je n'ai pas l'explication sociologique, c'est un constat qui m'a un tout petit peu étonné. Bon, pour conclure, François, vous en avez un peu parlé, les familles monoparentales, si on fait un zoom particulier. Les familles monoparentales sont en règle générale, encore une fois, la moyenne est faite d'exceptions. 55% disent que le bouclage des budgets de fin de mois est quand même un petit peu délicat. Pas impossible, mais compliqué, contre 37% sur l'ensemble des familles. Donc on voit qu'il y a une forme de précarité ou de fragilité un petit peu plus fort. Et là, par contre, dans la région Rhône-Alpes, c'est un petit peu mieux qu'au niveau national, où c'est 61%. Mais elles arrivent quand même, malgré tout, ces familles monoparentales, à épargner un petit peu en moyenne et à mettre un petit peu d'argent pour
pour préparer les coups durs. Merci beaucoup, merci François. Je retiens notamment parmi toutes ces données que l'accession à la propriété est essentielle pour 46% des familles et que 67% disent acheter ou vendre d'occasion. Voilà parmi les tendances qu'on va suivre. Chaque année, le réseau Entreprendre Isère s'agrandit en accueillant de nouveaux adhérents, de nouveaux lauréats également. Ils pourront bénéficier de l'accompagnement et du soutien de 250 chefs d'entreprise qui sont présents dans cette association au niveau du département. Ainsi, depuis les années 90, 340 entreprises ont été accompagnées par le réseau pour des créations ou des reprises, soit l'équivalent de 5000 emplois. Cette année, le réseau Entreprendre a été rejoint par deux de nos invités, Guillaume Cornet, cofondateur de By Commute. Bonjour. Bonjour Christophe. Et Yannick Atuyé, le PDG de RCT. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et de venir nous présenter vos activités. On va commencer par vous. By Commute, une initiative toute récente, une jeune pousse grenobloise qui développe, je le disais en introduction, une offre d'abri vélo sécurisé à partir de containers maritimes réformés. C'est ça, du coup, il y a des containers qu'on ne peut plus utiliser, on les appelle dernier voyage. Et ces gros containers métalliques qu'on voit sur les bateaux. C'est ceux qui sont sur les bateaux, donc ils ont fait entre 35 et 50 ans en mer. Pour des raisons d'usure, ils ne peuvent pas repartir, mais nous, on peut retravailler certains points d'étanchéité et leur donner une seconde vie en les transformant en abri à vélo. Donc ça, c'était les premiers produits qu'on a créés, puis on a continué avec d'autres types d'abris vélo. Alors, avant de venir sur ce que vous... D'où c'est parti? Parce que c'est un projet que vous avez mené de pair avec vos études. C'est ça. C'était quoi le constat de départ? L'idée, d'où elle vient? L'idée, c'est que je circule 80% de mes trajets à vélo et du coup, je ne trouve pas forcément une solution, que ce soit pour les voyages ou même pour se rendre à un lieu pour le travail, une solution sécurisée pour laisser un vélo, parce que souvent, c'est les vélos de valeur ou même tout type de vélo. En France, un vélo est volé chaque minute, donc c'est un constat assez effarant. C'est ça. Et puis, pourquoi le container? Parce que simplement, je m'étais dit qu'il prend plus ou moins la place d'une taille de parking. Donc, si j'enlève une voiture, je pouvais mettre jusqu'à 20 vélos. Donc, c'était ça le constat initial. Oui, alors moi, j'avais un cycliste français sur deux dit avoir déjà été victime d'un vol de vélo. Ouais, les chiffres sont assez impressionnants. On est entre 400 et 600 000 vélos volés chaque année. Enfin, c'est un truc... Sachant que la part modale du vélo augmente chaque année, donc ça veut dire que potentiellement, c'est de plus en plus important. Donc, et puis c'est en plus un des vrais freins à l'usage du vélo, c'est qu'on se dit je vais me le faire piquer. C'est ça, c'est le frein numéro un. Et j'ai pas les chiffres, mais souvent la personne qui s'est fait voler son vélo, elle n'a pas vraiment envie de recommencer l'expérience tout de suite, parce que ça fait un coup dur quand même. Donc vous concevez des abris extérieurs sécurisés. C'est ça, donc pour les communes, communautés de communes et les entreprises privées qui peuvent mettre ça à destination de leurs employés pour faciliter la part modale à vélo sur leur site. Bon, alors on voit qu'ils sont quand même largement réaménagés, redessinés, on va dire. C'est ça, donc ils sont redesignés. Ils peuvent être équipés, donc, comme on le voit, de bardage bois. Ils peuvent être aussi équipés de solaire et puis du contrôle d'accès que va souhaiter le client, soit son système de badge, soit une application qu'on a pu développer pour faciliter l'usage. Allez, on va dire quand même un mot du compagnon qui vous accompagne, du cofondateur de l'entreprise. C'est ça, donc Quentin Candal, que j'ai pu rencontrer aussi au cours de mon parcours universitaire, qui lui a fait un parcours plus côté ingénierie, donc qui m'épaule bien sur certains sujets techniques et avec qui je partage beaucoup de choses, donc c'est une chouette aventure partagée depuis 3 ans. Et on va voir que la jeune pousse a déjà bien grandi en 3 ans. Bon, le produit phare, et puis on va décliner un peu la gamme. Le produit phare, initialement, du coup, c'était l'abri à vélo. Maintenant, il tend à être dépassé un petit peu par les autres modules qui peuvent s'ajouter un peu plus comme des briques, là où l'abri à vélo sur la base de container est un peu plus fixe en taille, donc les autres, on peut plus varier. Et puis après, du coup, se déclinent tous les modules solaires, pour que ce soit à la fois pour l'éclairage, mais aussi la recharge de vélo. Et puis, les dernières innovations sont l'application qui vise un contrôle d'accès avec un accès administrateur pour les communes, pour gérer les touristes et leurs déplacements à vélo. Ouais, alors on va revenir sur ces produits dérivés, j'ai envie de dire, mais le container à la base, combien de vélos on met dans un container? Donc sur un container simple, s'il est ouvert, on va aller, donc sur un module ouvert, on va aller jusqu'à 26 places. Et sur un module fermé, on arrive à en ajouter 2 et faire 40 places. Bon, l'avantage qu'ils trouvent vos clients, c'est quoi? C'est la mise en place assez rapide finalement? C'est la mise en place rapide, c'est le fait que ça ne nécessite pas de génie civil. Le container, il est directement, donc il est déplaçable et il est aussi autonome en énergie via le panneau solaire. Donc et puis il y a l'aspect RSE que cherche aussi à mettre en avant différentes entreprises, donc elle peut communiquer sur cet aspect-là.
Bon, ces containers du coup qui sont transformés, où est-ce que c'est transformé, c'est transformé dans la région, je crois. C'est ça, donc à Pontcharra, il y a une grande partie de la production, et puis après, pour être au plus proche du client, comme on opère au niveau national, et bien on a pu dupliquer à différents endroits avec différents partenaires nos modules. Voilà. Donc en 3 ans, ça a déjà bien pris, si je puis dire. Ouais, en 3 ans, donc j'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus d'une centaine d'abris vélos au travers de toutes les régions de France. Et là, actuellement, c'est entre 2 et 4 abris par semaine. Ah oui. Oui, donc la croissance va être importante. C'est ça, la croissance, elle a fait x2 cette année et on est reparti sur les mêmes bases pour l'année prochaine. Donc à voir comment se passe la suite. Bon, on est sur un chiffre d'affaires après 3 ans de près d'1,5 million, donc c'est vraiment un beau filon. C'est ça. On va dire ça comme ça. Combien vous êtes à travailler dans l'entreprise? Là, on est 6 et on vise d'être 8 l'an prochain, avec aussi un ingénieur pour concevoir de nouveaux modèles et continuer cette aventure. Alors c'est une solution, vous me le disiez, qui peut séduire les collectivités, mais pas uniquement, les entreprises. C'est ça, les entreprises privées, elles mettent ça aussi pour faciliter le garage à vélo, parce qu'il y a beaucoup de sites où la solution n'est pas prévue initialement, même si maintenant dans la loi, il y a des parkings qui doivent être construits. Voilà, certains sites n'ont pas forcément ce qu'il faut, donc ça séduit aussi les entreprises pour limiter la part de la voiture aussi et offrir une solution. Et le concept a été décliné du coup dans tout un tas de services associés, on va dire. D'abord les systèmes de fermeture, de cadenassage, de serrurerie. Ouais, donc au départ, l'idée c'était vraiment de s'adapter aux besoins du client. Nous, c'est une valeur qu'on essaye de mettre en avant. Donc on s'est adapté à leur système de badge. Ça peut être aussi un digicode mécanique si on veut une solution beaucoup plus classique et moins onéreuse. Et puis dernièrement, du coup, mon associé a développé une super application qui permet donc aux communes d'avoir un accès administrateur, d'avoir sur la carte tous les abris vélos qui sont disponibles et de savoir du coup s'il y a une place à l'intérieur pour recharger, réparer son vélo. Il y a une station de gonflage et réparation et simplement le sécuriser le temps d'une visite. Le produit et le service. C'est ça. L'offre est complète. Bon, le développement futur, c'est quoi les ambitions pour 2025? Pour l'an prochain, donc ça va être, comme je l'ai partagé, de doubler le chiffre d'affaires. Ça va être aussi de diviser par 2 les délais, parce qu'on est persuadé qu'on pourra du coup servir beaucoup plus de personnes au travers de la France et même d'autres pays européens si on arrive à réduire les délais. Et puis de développer de nouveaux produits tout en continuant cette aventure humaine avec la belle équipe qu'on a constituée. Développer des nouveaux produits. Alors, vous savez comment on est, nous les journalistes, on est un peu curieux, forcément, on veut en savoir plus, si vous me dites ça comme ça. Donc, il y a continué cette application pour vraiment qu'elle soit bien adoptée par le plus d'usagers possible et qu'on puisse avoir des retours. Et puis, on a développé, aujourd'hui, on n'était que sur de la consigne collective. On a développé un box individuel qui est en train d'être lancé. Pareil, qui pourrait être équipé de l'application, comme ça au moins on pourra facilement trouver un abri individuel. Donc pour les personnes qui ont un vélo un peu plus onéreux, qui feraient du voyage à vélo, au moins ils ont la sérénité d'avoir un espace individuel. Parfait, et puis renforcer l'équipe, on l'a entendu, et on y reviendra sans doute. Yannick Atuyé, vous venez de reprendre une entreprise, c'est pas une création, vous avez repris une PME qui avait été créée dans les années 90, spécialisée dans la mécano-soudure et la tôlerie fine en acier, ERCT. Alors expliquez-moi déjà le cœur de métier de l'entreprise. Donc, le cœur de métier de la société ERCT Industrie, en fait, donc c'est bien ça, c'est la chaudronnerie et la mécano-soudure, la tôlerie fine. Donc on travaille tout ce qui est acier, inox et aluminium sous toutes ses formes, que ce soit de la plaque, de la tôle au tube et je dirais à des tubes carrés, des tubes ronds, effectivement sous toutes les formes, qu'on fasse du roulage, du cintrage, de la soudure. Donc on travaille tous ces matériaux afin de pouvoir servir nos clients qui sont des gens essentiellement du monde de l'industrie et de la région grenobloise. Par exemple, qu'on comprenne bien, quel type de produit vous avez fait pour quelle entreprise ou quelle machinerie? Par exemple, nous, on travaille beaucoup pour des entreprises qui fabriquent des machines spéciales. Donc, on fait beaucoup de carters, de bâtis, de protection, effectivement, comme on voit sur les images. Ce qui nous permet effectivement de servir au mieux nos clients et d'être au plus proche de leurs demandes. On essaye effectivement d'être... de travailler vraiment par petite série, par prototype. Ça, c'est le cœur de métier et notre valeur ajoutée. On ne fait pas ou très peu de séries. Nous, maximum, c'est entre 10 et 15 pièces max. Et vous arrivez de faire des pièces uniques. Et on fait beaucoup de pièces uniques. Ouais. C'est notre valeur ajoutée, c'est notre plus. C'est la petite chose qui fait notre valeur ajoutée dans l'entreprise. On travaille vraiment de la pièce unique sur demande et par rapport aux clients.
Par exemple, là, on a vu sur les images qui ont défilé une pièce, je crois, qui est allée sur la centrale à Tanor de traitement des déchets de Grenoble-Alpes Métropole. Hein, oui, c'est tout ça à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'était des pièces, effectivement pour faire une réhabilitation de systèmes de ventilation et d'évacuation des poussières. Donc effectivement, c'est des choses qui sont du sur-mesure avec des dimensions spécifiques, avec des orientations et des angles spécifiques. Donc il fallait vraiment s'adapter à l'existant du bâtiment, à l'existant de l'installation. Tout à fait. Du sur-mesure, c'est important parce que vous allez de la conception, et dans vos équipes, il y a des concepteurs assistés par ordinateur, de la conception jusqu'à la réalisation, au prototypage d'abord et à la réalisation après. Ouais, tout à fait. Moi, j'y tiens et je mets tout à cœur d'être au plus proche effectivement, de toute cette phase et de ce process, c'est-à-dire de pouvoir être aussi performant dans la conception, dans la réalisation des premiers prototypes. On essaye, on regarde, on s'adapte, on voit, et après on fait la réalisation de la pièce. Effectivement, pour pouvoir répondre au mieux en fait, à la demande du client. Alors effectivement, on a deux moyens d'entrée. Il y a soit on arrive avec les plans, ils sont tous faits, et nous, on a juste besoin, entre guillemets, d'exécuter. Ou alors, effectivement, on vient, on a une idée, on voit un peu comment ça fonctionne, mais on a besoin de notre savoir-faire et on y met nos petites pattes. Donc là, il y a une vraie discussion avec le client sur le cahier des charges, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend. Effectivement, vraiment ce qu'il attend et ce pourquoi c'est faire à la fin. Donc ERCT, alors ERCT c'est études, réalisation, concept, tôlerie, pour ceux qui sont passionnés par les initiales. Aujourd'hui c'est quoi, 5 collaborateurs? Aujourd'hui j'ai 5 collaborateurs qui sont aussi bien de la CAO, la méthode, à l'atelier, que ce soit des chaudronniers ou des soudeurs, et aussi en fait j'ai aussi 2 alternants en même temps. Oui, parce que la transmission du savoir est importante chez ERCT. Ouais. Ça me tient à cœur aussi, la transmission du savoir, le partage. Effectivement, l'avenir de l'industrie passe aussi par cette jeunesse. Donc j'ai toujours à cœur, j'ai toujours eu à cœur dans toutes mes précédentes expériences de pouvoir transmettre mon savoir et transmettre notre savoir et nos expériences pour les générations futures. Alors, vous avez repris cette entreprise il y a un an, un peu plus d'un an. Le chiffre d'affaires est de 800 000 euros et la croissance, là aussi, va aller bon train puisque vous visez le 1 million d'euros d'ici la fin 2026, 2027. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est-à-dire, l'idée, ça serait de passer le 1 million d'euros en 2026 et voir un peu plus 2027 et 2028. Effectivement, par différents leviers, que ce soit en termes d'investissement technologique, d'amélioration de notre process, et puis aussi par l'embauche de nouveaux collaborateurs pour effectivement pouvoir répondre au mieux et faire évoluer au mieux la société et avancer vers l'avenir. Avant qu'on évoque les embauches, quand même un mot sur les motivations d'un repreneur, parce que le créateur, on en parle souvent, reprendre une entreprise, c'est sans doute pas la même pression, pas la même responsabilité. Vous étiez destiné à ça ? Pas du tout. Alors pas du tout. Moi j'ai fait 20 ans de grandes sociétés sur la région lyonnaise dans le secteur de l'automobile. Donc tranquille, salarié ? Tranquille, salarié, le petit train-train quotidien, on va dire. Non, c'est pas vrai, mais oui, effectivement. Tranquille. Avec d'autres. Oui, on va garder salarié. Bon. Non, le côté salarié plutôt, effectivement. Non, totalement. Effectivement, d'autres soucis, d'autres préoccupations qui ne sont pas les préoccupations d'aujourd'hui. Mais effectivement, c'était pas ma destinée. Moi, j'ai voulu donner un second élan à ma carrière professionnelle. Peut-être j'y arrivais à bout de souffle au bout d'un moment, au bout de 20 ans. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui est important pour moi? Et ce qui est important pour moi, effectivement, c'est l'humain, c'est mettre de l'humain et remettre l'humain à la place au centre du village. Et ça, c'était vraiment important. Donc, j'avais envie d'intégrer, et pas forcément en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant, intégrer une structure à taille humaine, une petite échelle. Je m'étais dit grand maximum 15 personnes. Et puis puis de fil en aiguille, de discussion en discussion avec des gens à droite à gauche, de mon entourage proche et moins proche. En fait, j'en suis arrivé à rencontrer l'ancien gérant de la société qui, lui, avait l'envie et le désir de partir à la retraite. Et donc on a discuté, on a échangé, le projet m'a plu et puis on a sauté le pas et j'en suis là aujourd'hui et je suis très content et je regrette pas du tout. Vous vous êtes laissé convaincre. Bon, peut-être que bientôt vous atteindrez les 15 salariés, mais bon, c'est pas grave. C'est mon souhait aussi. Parce que effectivement, quand vous reprenez une entreprise, vous avez l'arriéré, vous avez le vécu de l'entreprise, vous avez son jus et son ADN, on va dire. Et donc, il faut pas le changer. Il faut justement le prendre, s'en servir et l'amener à le faire évoluer pour effectivement tendre avec notre vision que l'on a de l'entrepreneuriat et de l'entreprise et ce que l'on veut en faire pour l'avenir, oui, tout à fait.
Alors, on va dire quelques mots de ce réseau Entreprendre Isère dont vous êtes les lauréats cette année, By Commute et ERCT. Alors, il y a d'autres lauréats, je crois qu'il y en a une vingtaine au total. Depuis ses débuts, le réseau Entreprendre a accompagné 340 entreprises, c'est ce que je disais, ce qui représente 5000 emplois consolidés. Comment s'entend cet accompagnement du réseau ? D'abord, il y a un parrainage. C'est ça. Donc, on a un tuteur pour 3 ans. Donc, c'est souvent quelqu'un aussi qui a été accompagné quand il a rejoint le réseau Entreprendre. Donc, c'est quelqu'un qui bénéficie aussi d'expérience qu'on voit chaque mois. Donc, on peut apprendre aussi de son expérience avec lequel on échange. Donc, on partage aussi nos préoccupations et nos succès. Donc, c'est vraiment chouette. C'est quoi les préoccupations, par exemple ? Les préoccupations, ça peut être comment recruter, comment faire un bon recrutement. Ça peut être la gestion financière. Il y a plein de sujets sur lesquels, avec l'expérience, souvent, ils ont pu passer et on peut avoir un retour objectif et sincère, et ça, c'est chouette. Donc un parrain, un accompagnement collectif aussi. Et puis, il y a aussi ce qui est essentiel, c'est le prêt d'honneur. Oui, tout à fait, oui. Donc en fait, le réseau Entreprendre nous permet, en tant qu'entrepreneur, que ce soit créateur ou repreneur, de pouvoir être éligible à un prêt d'honneur qui nous permet, en tant que de reprise et repreneur, de pouvoir faciliter notre projet, notre projet pour l'entreprise. Donc que ce soit en termes de prêt et de complément à un prêt bancaire, ou alors tout simplement aussi pour pouvoir faire un peu de trésorerie et puis un peu nous aider effectivement à respirer un peu dans les premiers mois de l'activité. En fait. Bien sûr. Donc dans vos cas précis, le prêt d'honneur a permis de faire un effet levier pour compléter le plan de financement avec des prêts bancaires classiques. Tout à fait, exactement. Exactement, oui. Mais je fais juste un petit comment, parce que je connais bien le réseau Entreprendre. Un des intérêts, on le voit à l'usage, c'est que le taux de réussite, que ce soit des reprises ou des créations, est bien meilleur par les gens accompagnés par des réseaux et notamment Entreprendre que des gens qui sont isolés avec les difficultés que vous évoquiez et qui se retrouvent tout seuls face à des difficultés quelquefois un peu inconnues. Effectivement, ouais. Et puis la solitude, ça exactement. C'est pour ça que j'allais rebondir sur le mot isolé, en fait, effectivement. Alors, moi, c'est peut-être plus le cas pour moi que pour Guillaume, parce que Guillaume, il a un associé. Moi, je suis tout seul. Et effectivement, quand vous faites une reprise d'entreprise ou vous créez une entreprise, vous êtes seul, vous êtes seul. Et en fait, vous êtes seul face à vous-même et face à vos certitudes ou vos questionnements, à vos prises de décision. Et effectivement, le réseau, l'échange avec nos pairs, avec d'autres chefs d'entreprise, nous permet effectivement de pouvoir se raccrocher, de pouvoir parler, échanger. Effectivement, ça permet de nous rassurer. Ou alors, des fois, nous dire, non, attention. C'est ça la grande différence par rapport à salarié. Effectivement. Voilà, c'était ça le côté tranquille. Ça, c'était le côté tranquille, effectivement. Mais voilà, c'est vraiment une épaule sur laquelle on peut se reposer. C'est vraiment génial, quoi. Tout à fait. Allez, une précision, effectivement, le taux de pérennité des entreprises que vous évoquez, François, c'est 92% pour les entreprises qui sont accompagnées par le réseau Entreprendre à 3 ans. Donc, effectivement, un taux de pérennité plus important qu'à l'habitude. Merci beaucoup, Guillaume Cornet, d'avoir été avec nous. Merci, Yannick Atelier. Merci de votre visite pour nous présenter vos entreprises. Merci à vous, en tout cas, merci. Encourager le goût pour l'innovation et susciter des vocations, c'est l'objectif des Olympiades des sciences de l'ingénieur qui se tiennent chaque année. En 2025, le thème invite les jeunes à mettre l'ingénierie au service des enjeux énergétiques pour les élèves de terminale et au service de la ville de demain pour les élèves de première. Alors dans l'Académie de Grenoble, la finale a réuni 45 équipes, soit près de 200 élèves, tous venus avec de belles idées. Reportage. Ils étaient 200 élèves de première et de terminale des filières SI et STI 2D à s'affronter à Minatech lors de la 16e édition des Olympiades des sciences de l'ingénieur. Les thèmes imposés cette année étaient la ville et l'énergie. C'est un robot électrique autonome qui se recharge avec l'énergie solaire, qui permet de déplacer les avions entre le terminal et la piste de décollage. C'est une poubelle pneumatique donc, qui permet d'à partir d'un point de collecte en bas des villes, en bas des immeubles, de faire transporter les déchets par des voies souterraines, des tubes souterrains, jusque hors de la ville. Quand une voiture arrive, les poteaux sur les côtés du passage piéton s'allument en rouge pour prévenir le piéton qu'il doit s'arrêter et donc il ne doit pas traverser. On a ici les capteurs qui détectent les piétons sur le côté du passage piéton pour allumer les LED sur la route et ainsi stopper l'arrivée de la voiture. Alors on a un capteur de niveau et lorsque la poubelle est pleine, qu'elle atteint un certain seuil, elle se referme.
L'événement porté par l'association Développons les enseignements des ingénieries et technologies avec le CEA comme partenaire souhaite pousser les lycéens et lycéennes dans une démarche d'ingénieur. Ils sont évalués à la fois sur leur démarche d'ingénieur, c'est-à-dire à partir de la problématique, je définis un cahier des charges, je développe un prototype à la fois virtuel et réel, je fais de l'expérimentation pour vérifier que les performances obtenues répondent au cahier des charges. Pour enfin répondre aux questions du jury, composé de chercheurs et d'ingénieurs en poste. On a une attention toute particulière pour, dans ce jury, avoir une représentation féminine, de manière à ce que les élèves puissent se projeter dans des carrières et montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent tout à fait oser se lancer sur ces thématiques. Malgré cela, le taux de profil féminin dans les filières scientifiques a chuté, notamment depuis la réforme du bac de 2019. Le collectif Maths et Sciences a noté qu'entre 2019 et 2021, en classe de terminale, le nombre de filles avec un profil scientifique a connu une baisse de 28%. Le concours n'y échappe malheureusement pas. Et cette finale académique vise à départager les meilleurs projets présentés au cours de la journée. On va qualifier 3 équipes, 2 équipes de terminale et une équipe de première, qui vont monter à Paris pour la finale nationale qui se déroulera à la Cité des Sciences, au lieu de prestigieux à Paris. J'espère bien qu'une équipe de l'Académie de Grenoble remportera un prix lors de cette finale nationale. L'avenir le dira. Et oui, lors de cette grande finale nationale, coup de chapeau aux jeunes du lycée Ferdinand Buisson à Voiron. Ils ont reçu le prix de l'ingénierie du futur junior pour leurs smart plots. Ce sont des plots de chantier qui sont connectés pour en faire des détecteurs intelligents. C'est habituel, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Et aujourd'hui, François, une question de Martine qui veut des précisions sur ce fameux plan d'épargne avenir climat. Exactement, le PEAC. Donc encore un nouvel acronyme, ça manquait un petit peu. Donc c'est un produit d'épargne qui a été créé dans le cadre de la loi Industrie verte, donc de juillet 2024. Il est très particulier et assez nouveau. D'abord, il est réservé exclusivement aux jeunes de moins de 21 ans. Il faut l'ouvrir avant 21 ans. C'est un plan d'épargne. Donc les versements peuvent aller jusqu'à 29 500 euros comme un livret, 29 950 euros comme un livret A. Mais il y a une grosse différence avec le livret A, c'est que le livret A, c'est un taux fixé par l'État, capital garanti. Là, le plan d'épargne avenir climat, c'est investi comme un plan d'épargne retraite, par exemple, en actions ou en obligations, donc avec un rendement qui potentiellement sur la durée est meilleur, mais avec un risque qui est plus élevé. Ça a été fait pour préparer effectivement ces jeunes et leur préparer un capital, donc on est plutôt sur un investissement de durée longue. Il faut qu'il dure au moins 5 ans. Et puis, on ne peut plus verser après 30 ans. Donc, ouvrir avant 21 ans, durer au moins 5 ans, on ne peut plus verser après 30 ans, mais ça peut être ouvert à la naissance. Et puis, c'est aussi fait, loi de l'industrie verte, donc il faut que les investissements soient labellisés ISR, c'est les investissements socialement responsables, ou qu'ils soient labellisés finance verte, donc c'est des labels qui s'assurent que les investissements, les portefeuilles d'actions ou d'obligations correspondent à des critères écologiques ou sociétaux. Donc pour retenir en quelques mots, plan épargne avenir climat, en fait le nom est assez clair. Ouvert avant 21 ans, investi en support actions ou obligataires green, on va le dire comme ça, ESG, donc potentiellement un peu plus risqué, mais potentiellement aussi plus rentable, qui prépare aussi l'avenir sociétal, et versement possible 29 950 euros jusqu'à 30 ans. 29 ou 22 950 22 000, pardon. 22 950 euros plafonnés. 22 950 euros, c'est le même plafond le livret A. C'est exactement. Ça. Facile à retenir. Merci beaucoup pour ce PAEC. Quelques précisions, nouveau placement. Merci François. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous. alpesdecideurs@telegrenoble.net. On n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Tout le monde connaît la maxime. L'impression, la sérigraphie, c'est le métier à Hébin de Riondé Séripub. En entrant dans son showroom de 130 mètres carrés, on peut être dans une véritable caverne au trésor. Des t-shirts, des mugs, des gourdes, des trophées. Les impressionnantes machines des ateliers relèvent tous les défis techniques. Découverte avec une belle histoire, là aussi, de transmission reprise d'entreprise avec Franck Doumec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de cette société Riondé Séripub. Vous avez repris cette entreprise en 2018.
une PME historique ici dans les Alpes. Son métier, le marquage industriel, la sérigraphie. C'est un peu plus large que ça, à savoir, donc on fait de la sérigraphie industrielle, on fait aussi du marquage numérique, petit et grand format. On a aussi une activité, avec le temps, on a racheté Seripub, le nom Seripub qui était connu aussi sur la région, qui faisait lui spécialement de l'objet, plus particulièrement de l'objet et du marquage textile. Et en fait, avec le temps, on a vraiment une offre globale au niveau de l'impression. Quelqu'un qui vient nous voir avec une problématique d'impression, on doit être capable de lui répondre. Sinon, on n'a pas fait notre métier. Alors, quelques exemples de produits qui sont passés entre vos mains. J'évoquais ce fameux showroom de 130 mètres carrés. Voilà, on en voit quelques images. Effectivement, vous imprimez sur tout, quoi. On imprime surtout. Alors, ce qui est assez intéressant chez nous, c'est que la partie la plus grosse de notre showroom est dédiée à l'objet, sachant que notre vocation à la base, c'est l'industrie. Donc, on est issu de l'industrie. C'est la porte Seripub qui nous a permis de partir dans l'objet. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'on a besoin de montrer aux clients toute la partie objet. Elle est tellement vaste et tellement étendue qu'on a besoin. Là, on est sur la partie industrie. On a besoin de montrer aux clients notre diversité parce qu'on a souvent l'image on fait à peu près tout, on imprime à peu près tout. Par contre, c'est quand même relativement par secteur très précis. Alors, pour la communication par l'objet, on voit à peu près, on a bien visualisé les adhésifs publicitaires, les kakémonos, les présentoirs, les objets publicitaires. Quand vous dites que vous travaillez pour l'industrie, ça veut dire que vous faites quoi, des étiquettes On va faire des étiquettes, on va faire des étiquettes un peu plus techniques, on va faire des faces avant de machines, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu toutes les commandes de machines en avant, c'est-à-dire quel bouton commande quelle action. On habille des parcs-mètres, on habille des containers. J'ai vu tout à l'heure, j'allais voir M. Cornet, mais j'ai vu qu'il avait des beaux marquages sur ses cabines à vélo. Donc je vais aller m'entretenir avec lui. Mais on peut marquer à peu près tout et n'importe quoi dès l'instant où c'est plat ou légèrement courbé, avec des résistances pour la sérigraphie qui sont très intéressantes en extérieur, avec des capacités de résistance au temps et à la lumière qui sont assez importantes. Et quand vous me parlez d'étiquettes techniques, ça veut dire quoi particulièrement? On connaît l'étiquette classique, mais... Alors, on a une étiquette classique qui souvent ne l'est pas, mais on a aussi des matériaux, donc PVC, sans PVC. Effectivement, la démarche actuelle tend à chasser et à bannir le PVC. Donc, on va chercher des nouvelles techniques, on va chercher des panneaux un petit peu plus vertueux où on enlève de temps en temps le plastique, on va le remplacer par des produits composites. Donc, l'idée, c'est un petit peu de trouver à chaque fois la bonne composition entre l'étiquette, l'encre qu'on met dessus, tout ça dans une espèce de démarche un petit peu RSE qui va nous permettre d'être un petit peu plus vertueux et un peu plus propre et puis et que ça aille dans le bon sens, quoi. Alors de la conception à la découpe, voire même jusqu'à la pose chez le client, puisque vous allez jusqu'à chez le client pour installer les documents imprimés, en passant par le laminage et bien sûr donc la sérigraphie. On va visiter vos ateliers et découvrir votre activité avec ce reportage. Riondé Entreprises. Ce nom ne vous dit certainement rien, et pourtant les yeux des Grenoblois apprécient leur travail quotidiennement. Dans l'atelier de l'entreprise à Hébin, les mains s'affairent et les machines tournent à toute vitesse pour imprimer tout ce qui est imprimable dans l'art de la sérigraphie. Notre cœur de métier, encore une fois, c'est la sérigraphie industrielle. On a maintenant l'impression numérique grand format. On a des étiquettes à continu en sérigraphie et en impression un peu plus traditionnelle. On a la gravure et la découpe laser et mécanique. Une adaptabilité qui permet de marquer n'importe quelle matière, de n'importe quelle forme. L'éventail des commandes va des objets associatifs comme les t-shirts ou les éco-cups, au mobilier urbain comme les parcs-mètres, en passant par les marquages essentiels à l'industrie. C'est cette flexibilité et une expérience vieille de 20 ans qui démarquent l'entreprise sur le marché. Ce qu'on fait, d'autres savent le faire sans aucun problème. Simplement, on va mettre du peps là-dedans, on va accompagner le client, on va essayer de trouver des solutions pour les moutons à 5 pattes. Et on aime fabriquer réellement. Donc on aime arriver, relever des challenges. Et réellement, le service, c'est pas une expression, c'est réellement ancré dans chacun des gars. Grâce à un stock de secours et à 34 collaborateurs, le temps de réaction de Riondé pour les demandes urgentes est réduit au strict minimum. Si c'est une commande impérative, en 48 heures maxi, on peut le faire. On possède ici des stocks tampons. Donc si, admettons, un client veut 20 roll-up pour son salon, qui va ouvrir Alpexpo demain matin, les 20 roll-up seront faits dans la journée même. Des qualités qui ont permis à l'entreprise d'être la plus compétitive sur le bassin grenoblois. Au fur et à mesure des années et des contrats, tous les grands acteurs de la région leur font désormais confiance. Nos clients sont divers, de différents types de profils, sur beaucoup les grandes entreprises de l'agglomération grenobloise, industrie, microélectronique et également les administrations, collectivités, villes, métropoles, puis les entreprises autour de la recherche, l'université qui est un client important également pour nous.
Donc ça va du CNRS, CEA, CHU. Toutes les grandes entreprises de la région sont nos clients, parmi lesquels BD, Schneider Electric, ST Micro. Alors la prochaine fois que vous croiserez un sticker ou une banderole sur Grenoble, vous saurez qu'ils viennent certainement de ces imprimeurs de l'invisible. Rion des séries pub, une entreprise créée en 2001 que vous avez reprise, Franck, en 2018, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros. On l'a dit, avec une trentaine de collaborateurs. Bon, une entreprise que vous connaissiez bien et vous étiez quasiment prédestiné à reprendre cette entreprise. C'était une suite logique, il a fallu quand même amener un petit peu. C'était pas si évident que ça à l'époque, pour moi en tout cas. Donc Serge Riondé, à qui j'ai racheté la boîte et qui est une figure quand même dans le bassin grenoblois, avait anticipé ça depuis très longtemps et m'a amené gentiment à cette échéance. Vous aviez bossé 20 ans ensemble. On a bossé 20 ans ensemble, c'était une collaboration fantastique et on a vécu des choses énormes. Et on est passé par tous les types de fabrication, du mobilier de bureau. Enfin, on a fait des choses extraordinaires et c'est vraiment une aventure humaine énorme. Donc ça a été une chance pour moi de la récupérer, cette boîte, bien sûr. Et vous aviez, dès le départ, décidé d'entraîner avec vous les collaborateurs qui étaient présents sur place avec un véritable projet stratégique. C'était un petit peu la difficulté, sachant qu'avec Serge, on avait vraiment des relations très particulières où on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. On enlève un de ces dénominateurs, c'est plus compliqué. Donc l'idée, c'est d'aller chercher en interne les capacités qui étaient déjà présentes et de faire émerger un petit peu les talents et les leaders naturels de l'entreprise et de mettre sur chacun des ateliers le leader naturel et essayer de fluidifier les flux pour que le client, je le répète sans arrêt, qui est le vrai patron de l'entreprise, soit servi en temps et en heure. Et comme je le dis dans le reportage, le service, ça ne doit pas être un mot, c'est vraiment notre raison d'être. Sinon, d'autres savent le faire. Alors dans vos équipes, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de directeur, vous appelez ça des référents? Tout à fait, volontairement. Je ne veux pas de responsable qui rime pour moi avec petit chef, et c'est pas, pour moi c'est plus cette époque-là. Et je pense quand je parle de référent, c'est quelqu'un qui va référer de la bonne suite logique des flux de production pour, encore une fois, servir le client. Les référents, c'est pour moi servir sans pour autant diriger et très souvent malmener dans ma conception moi de l'entreprise. On comprend bien la philosophie, effectivement. Alors, dans votre secteur d'activité, il y a aussi une spécificité, c'est quand même que c'est une activité très capitalistique. On a vu des machines qui, évidemment, doivent être à la page, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, et qui doivent être régulièrement changées, du coup, être efficaces, être concurrentielles. Tout à fait. Bon, il y a des techniques dans le textile, ça bouge beaucoup en ce moment. La machine qu'on voit en ce moment à l'écran, c'est des investissements qui sont entre 3 et 500 000 euros. Donc, on est sur des gros investissements. La sérigraphie, il y a du matériel qui est un petit peu moins onéreux, mais qui demande aussi d'être entretenu. Donc, il y a une synergie entre le numérique et la sérigraphie. Donc, on a un parc machine qui est très complexe, très varié, avec tous les impératifs que ça implique et aussi tout l'entretien que ça demande. Donc sur le textile, le numérique commence à arriver aussi maintenant. J'ai d'autres idées pour après, pour le numérique dans le textile. C'est des investissements qui sont lourds et qui doivent être suivis. Donc effectivement, il faut optimiser tout ça et puis vraiment optimiser la production pour que ces machines tournent. On en a besoin. Puis autre spécificité, on est sur un secteur d'activité qui est évidemment très sensible à l'environnement. Vous aviez évoqué la démarche RSE tout à l'heure. Alors, on a fait ça depuis très longtemps. Donc, on a depuis très longtemps banni les solvants pétroliers. On ne rejette plus de résidus d'encre. On les fait recycler. On recycle tous nos chiffons. On a une BNDIB pour toutes les choses qu'on ne peut pas faire. Sinon, on a mis en place des recyclages pour toutes les matières qui sont dites plastiques, polycarbonate, PVC expansé, des choses comme ça. C'est très compliqué d'ailleurs pour une PME de trouver un système de recyclage parce qu'on n'intéresse pas les gros, mais on est trop petit pour ça. Donc ça veut dire que c'est compliqué. Donc, l'idée me trotte un peu en ce moment pour essayer de voir. J'en profite d'ailleurs pour en parler. Je pense qu'on est beaucoup d'acteurs de petites PME qui ont les mêmes problématiques et je pense se rassembler autour d'un projet commun pourrait vraiment avoir du sens. Et on est aussi responsable de ce qu'on balance. Donc ça veut dire qu'on a vraiment tout intérêt à mettre des choses en place pour qu'on soit plus propre parce que c'est pas si compliqué que ça en fait. Bon, quelques années après la reprise, je vous vois plein d'énergie. Les grands projets, c'est quoi? Alors les grands projets, c'est on va déjà finir de rembourser les dettes qu'on a. Il paraît qu'il faut rembourser les crédits, donc on les rembourse. C'est mieux. C'est une bonne idée. Il me semble que c'est plus simple. Et puis après, bien sûr, on ne va pas s'arrêter. L'énergie, évidemment, il y en a à revendre. Des idées, il y en a à revendre. Alors pourquoi pas de la croissance externe? Pourquoi pas d'autres challenges. J'ai quelques idées, quelques pistes, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas rester deux pieds dans le même sabot, c'est certain.
Non, ça me fait sourire, parce que les bonnes idées, on les garde pour soi. Il ne faut pas les sortir trop tôt. Il reviendra quand elles sont signées, voilà. Bon, une reprise, alors c'est une spécificité, hein, mais reprendre une entreprise, c'est pas forcément plus facile. Non, par contre, reprendre, non, de toute façon, c'est jamais facile. C'est un challenge personnel aussi. Bien sûr. Maintenant, quand la préparation a été faite pendant 20 ans, ça garantit pas le succès, mais ça donne quand même quelques conditions. Il y a bien sûr que ça on connaît l'outil. Après, ça peut aussi avoir des conséquences en interne de relationnel compliqués. Donc ça veut dire qu'il faut aussi mettre les choses à plat, basé sur la communication. On a fait nous un audit en interne où justement je pensais bien communiquer, il s'est avéré que pas du tout. Et donc ça a permis non pas de changer mon discours, mais de l'expliquer et d'embarquer avec moi l'équipe qui n'était pas forcément partante et qui était mon discours était flou, donc forcément ils avaient une idée floue des choses. Donc interne, c'est effectivement on connaît l'outil. Par contre, ça peut aussi tirer les chairs. Et par contre, la communication, c'est certain. Et puis on change de statut quand on devient le dirigeant. C'est ça. Même dans le regard des collègues. C'est ça. Ça s'appelle Riondé Série Pub. Merci beaucoup Franck Doumecq d'être venu nous présenter cette entreprise des bains. François Caudet, merci beaucoup. On se voit le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur internet télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.